Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre nouvelle émission européenne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carsten Rasmussen. Bonjour Monsieur Rasmussen. Bonjour Olivier. Oui, on pourrait presque se tutoyer. Parce qu'on a travaillé ensemble quand même, j'ai eu ce plaisir. Donc, vous êtes chef d'unité à la Direction générale de la politique régionale de la Commission européenne, on appelle ça la DG Régio. Vous êtes notamment chargé du suivi de la politique de cohésion en France, il me semble aussi en Belgique et Luxembourg. Absolument. Derrière ce terme parfois un peu technique se cache l'une des premières politiques d'investissement de l'Union européenne. On la connaît peu, cette politique régionale. On va essayer d'en savoir plus avec vous. Alors, vous travaillez à la Commission européenne depuis plus de 30 ans. Oui, c'est vrai. J'ai commencé en 93. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre les institutions européennes ? Je crois que là, le choix était tout fait. Ça collait à mes ambitions personnelles. J'avais envie de découvrir le monde. J'avais envie de vivre au milieu de l'Europe. Avant ça, j'avais fait des études au Danemark, mais aussi en France et en Allemagne. Et donc, c'était tout fait pour moi. Et je rêvais d'entrer dans les institutions. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas trop comment j'ai réussi. J'ai réussi à un de ces célèbres concours et voilà. Et depuis, je n'ai pas dit que vous étiez donc danois d'origine. Oui. Donc, au cours de votre carrière, vous avez travaillé sur de nombreux dossiers avec plusieurs États membres. Donc, vous avez suivi cette politique régionale dans plusieurs États membres. Là, on a dit la France, mais je crois que vous avez suivi la politique régionale en Slovaquie, en Hongrie, oui, en Grèce. En effet. Qu'avez-vous appris au contact de ces différentes réalités nationales ? C'est vrai que ma carrière, pour ainsi dire, tombe en deux parties. Au début, j'ai travaillé avec des républiques de l'ancienne Union soviétique, donc c'était juste après la chute du mur et tout était très frais et très, très neuf. On ne savait pas exactement quel chemin on allait prendre. Ensuite, j'ai fait un saut à Strasbourg, où on a eu l'occasion de travailler ensemble quand le centre d'information était encore tout jeune. Et quand je suis retourné à Bruxelles, c'est là que je me suis jeté dans la politique de cohésion, que j'ai aimé d'amour et que j'aime toujours. Et pourquoi c'est une belle politique ? Parce que c'est une politique qui vise à travailler avec notre territoire. On a 27 États membres, mais qui ne sont pas équilibrés de façon parfaite. C'est jamais le cas. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce territoire ? Comment est-ce qu'on peut l'aider à exprimer son potentiel ? D'un point de vue environnemental, de la croissance, de la productivité, de la main-d'œuvre, etc. Et donc, c'est sur ce, comme on dit en anglais, sur ce policy mix qu'on essaie d'intervenir avec de l'argent, avec des budgets structurés pour mieux utiliser le territoire. Je revendique souvent que nous sommes les seuls à avoir une telle politique régionale ou territoriale. Les Américains, par exemple, ne l'ont pas. On trouve de l'or, on exploite les mines et une fois que c'est fini, on laisse la ville derrière, on trouve une autre ville. On va ailleurs, on consomme le territoire, pour ainsi dire. En Europe, on a envie de faire différemment et c'est un grand challenge aussi parce qu'on est face à d'énormes changements démographiques. En France, par exemple, il y a des territoires qui se vident de leur population alors qu'il y en a d'autres qui gagnent à travers les changements démographiques à l'intérieur de la France, mais aussi à travers l'immigration. Donc, ces changements-là, il faut les gérer. Et ailleurs en Europe, c'est pareil. À titre d'exemple, en Grèce, il y a désormais presque 50% de la population qui vivent à Athènes. Ce n'est pas très pratique, ce n'est pas super comme aménagement, mais évidemment, nous n'allons pas prescrire ou interdire à qui que ce soit d'habiter où que ce soit. Il y a des flux qui se font comme ça, mais derrière, il faut gérer. Si tout d'un coup, on a une très grande ville, il faut des métros, il faut des contournements d'autoroutes, il faut trouver les emplois et gérer les villes correctement. Et à la campagne, c'est pareil. Si vous deviez expliquer votre métier à quelqu'un qui ne connaît pas les institutions européennes, comment les décririez-vous ? J'ai une préférence pour dire qu'on est des investisseurs. Nous représentons des investissements publics. Alors comment est-ce qu'avec des budgets publics, on peut contribuer à générer un effet bénéfique dans la société ? Bien, tout seul, ça ne marche pas. Il faut qu'on travaille avec les entreprises, avec les institutions, et notamment ce qui caractérise notre politique de cohésion en Europe, c'est cette coopération systémique entre l'Union européenne et les États membres. En France, ça se gère globalement entre l'Union européenne et les régions.
Ici, dans le Grand Est, c'est le Conseil régional du Grand Est. En Corse, c'est la collectivité de Corse qui gère ça. Et votre rôle en tant que chef d'unité à CDG Région, vous êtes plus dans le contrôle, dans le dialogue? C'est quoi votre fonction concrètement? Voilà, on travaille de façon cyclique. Ce qu'on vient de faire il y a 2-3 ans, c'était de négocier les programmes. Moi, je n'ai pas négocié avec la France. À l'époque, je négociais avec la Grèce, comme j'étais sur une autre fonction. Mais globalement, on passe à peu près 2 ans à négocier les budgets pour une période de 7 ans d'exécution par la suite. Une fois que ça s'est fait, là, on va dans un mélange de, comment dirais-je, accompagnement pédagogique où, d'une part, nous, on doit transmettre les réactions de l'Europe et on doit aussi transmettre depuis chaque région la perception et l'expérience qu'ont les régions avec des politiques dans cette formule-là. Et aussi, bien sûr, des contrôles. J'ai la chance de ne pas faire partie des auditeurs qui doivent venir faire des contrôles proprement dits et qui donc peuvent aller jusqu'à devoir récupérer une partie de l'argent. Moi, j'ai le beau rôle. Hein. Je dois juste parler, promouvoir et voilà, prendre un peu la température. Un des grands défis qu'on a, et c'est peut-être difficile pour le public à comprendre, c'est la difficulté à dépenser l'argent dans les temps. Les gens pensent toujours que si on donne de l'argent à une finalité quelconque, voilà, ça se dépense tout seul. C'est pas comme ça. Pour faire des bonnes dépenses, et on ne fait que des bonnes dépenses, on tente en tout cas de faire des bonnes dépenses, il faut quelqu'un qui porte un projet, il faut quelqu'un qui le formule, qui le calcule, qui nous présente un budget ventilé, etc., et qui par la suite peut l'exécuter. Ça demande de la main-d'œuvre, ça demande de l'énergie, etc. Et ça demande aussi une capacité de réaction. On doit pouvoir adapter l'investissement à la réalité qu'on trouve sur le terrain. Alors tout ça demande énormément d'efforts et d'énergie. Et ce n'est pas toujours que ça réussit du premier coup. La politique de cohésion est parfois moins connue du grand public que d'autres politiques européennes. On pourrait penser à l'agriculture, par exemple, la PAC qui est plus connue. Pourtant, elle représente une part importante du budget européen et finance, comme on vient de le dire, des milliers de projets partout en Europe. Si vous deviez expliquer concrètement à nos auditeurs pourquoi l'Union européenne investit dans les régions? On a plusieurs origines. Au niveau social, la politique était déjà là très tôt, dans les années 60. La politique régionale, proprement dite, était quasi dormante. Elle avait son article dans les traités, mais elle n'avait pas de budget. Et c'est notamment à partir de l'acte unique et de la marche vers l'euro qu'on a commencé à comprendre que si on commence à intégrer les économies de l'Europe, ce qui va créer à court terme des gagnants et des perdants, il faut qu'on aide les économies qui sont le moins bien structurées, entre les États membres, mais aussi à l'intérieur de chaque État membre, entre les régions, pour que chacun ait sa chance. D'où le nom politique de cohésion. Oui, c'est ça. On ne veut pas très officiellement une Europe à 2 vitesses. Mais beaucoup de citoyens donc, utilisent par exemple des infrastructures qui ont été financées par cette politique, ont peut-être été formées par des soutiens de cette politique de cohésion, sans forcément le savoir. Pourquoi cette visibilité reste-t-elle un défi ? Je crois qu'on n'est pas très, très doué pour faire la pub. On a toujours été très sérieux à maintenir la qualité de chaque investissement et peut-être qu'on n'a pas toujours été totalement engagé dans l'effort de communication. Mais j'invite quand même les écouteurs à chercher le petite plaque. C'est obligatoire. Chaque fois que quelque chose a été cofinancé par l'Europe, vous retrouverez un petit panneau. Ça peut être un autocollant ou même une plaque métallique qui dit voilà, ceci a été cofinancé par l'Europe, par le FEDER, le Fonds de développement régional ou social ou autre. Il faut aussi faire la part des choses. En France, dans certaines régions, ceci est d'une très grande politique, notamment dans les DOM. Dans les DOM, je peux prétendre que les investissements européens font vraiment partie majeure de tout investissement qu'on opère. Ici, dans le Grand Est, c'est un investissement qui est complémentaire, disons incrémental.
On ne peut pas prétendre que c'est nous qui construisons les autoroutes ou les lignes de tram ou autres. Donc, on essaie de se glisser dans des investissements de qualité. Une sorte d'appui, quoi. Donc, ça peut être, oui, d'appui qui permet aussi parfois de faire de l'innovation, de l'expérimentation, de la bonne pratique, etc., qui peut inspirer d'autres. Donc, ça peut être un peu aléatoire de savoir si on rencontre un projet européen ou non. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que quand les citoyens voient un de nos projets, un des projets qu'on a mis en œuvre ici avec le Conseil régional, qu'on accepte, qu'on soit d'accord que c'est un bon projet et que c'est quelque chose qui peut servir. Notre finalité, c'est le plus souvent de créer des emplois et de créer une croissance supplémentaire. Et là, les gens peuvent se dire « Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'Europe a financé un spa. » Ben oui, on finance un spa si ça peut créer des emplois et si ça peut améliorer la vie des citoyens qui habitent à cet endroit-là et qui ont accès à ce spa, tout comme on peut financer un jardin d'enfants, la rénovation d'un collège ou un projet de PME qui est en train de développer un nouveau produit. Donc on se glisse dans plein de politiques différentes, mais chaque fois avec le même état d'esprit, un esprit d'innovation et d'augmentation de la qualité de la vie. Quels sont aujourd'hui les principaux domaines soutenus par les fonds européens? Et ensuite, la politique de cohésion, donc, comme on l'a dit, elle existe depuis longtemps, mais comment elle a évolué? À présent, dans la version actuelle, on est encore un peu partout. On est dans le soutien aux entreprises, à la recherche et le développement. Les derniers développements dans ce domaine, c'est que désormais, depuis 1-2 ans, on va aussi dans l'industrie de la défense. On cherche aussi à augmenter la productivité de l'Europe à cet égard-là, afin de devenir un continent indépendant. On est beaucoup encore dans la conversion écologique, dans les infrastructures de l'assainissement des eaux, dans le financement de biotopes, Natura 2000, ce genre de choses. On est beaucoup dans les écoles et les lycées, parfois dans le milieu universitaire, de plus en plus dans la santé aussi, comme la demande là est croissante et comme ce sont là des dépenses qui explosent à travers l'Europe. Voilà. Donc je dirais, à présent, on est un peu présent un peu partout. Ce qu'a proposé la Commission von der Leyen maintenant, c'est d'aller dans une autre logique où on a fusionné plusieurs programmes, plusieurs politiques, notamment l'agriculture et la politique de cohésion, mais aussi quelques programmes environnementaux ou digitaux. Et désormais, on va poser la question à l'État membre, avec cet argent, avec ce budget qui reste grosso modo le même qu'aux périodes précédentes, en légère augmentation, quelles sont vos priorités sur votre territoire, dans votre économie spécifique? Quelles sont les choses que vous avez vraiment envie de faire? Il faut désormais s'imaginer qu'il ne faut pas tout faire. Tout ce qu'on a envie de faire, désormais, on laissera un plus grand choix aux États membres pour dire, voilà, on a envie de faire les 2, 3, 4 choses suivantes, mais on va les faire alors avec conséquence. Et ce seront toujours les régions qui seront les partenaires de l'Union européenne? Ça dépend des États membres. Donc, c'est un choix des États membres. Aujourd'hui, on est structuré de façon très diversifiée en Europe. Il y a des États qui gèrent leurs fonds européens au niveau de l'État. Et il y a d'autres qui le font au niveau des régions. La France fait partie des États membres qui ont choisi une version très régionalisée. On attend que très bientôt, le gouvernement français et les régions vont se mettre d'accord sur le nouveau mode de gestion. Je reste persuadé qu'il y aura un rôle pour les régions à jouer. La question est de savoir exactement lequel. Mais donc, ça, c'est une décision politique et il appartient à la France de l'arrêter. Quel regard vous portez sur la manière dont la France utilise les fonds européens? Nous sommes globalement extrêmement satisfaits de la qualité de gestion au niveau de la bonne gouvernance, de la régularité. Nous avons de bons scores. Les régions y incluent l'audit, prennent la légalité, la conformité très au sérieux, mais au-delà de ça, et pour moi c'est encore plus important, c'est pas plus important, mais c'est également important, la finalité des projets est très claire et les projets sont le plus souvent totalement durables. C'est-à-dire quand on a créé quelque chose de nouveau, un jardin d'enfants, on a investi dans un nouveau
une nouvelle procédure dans une entreprise et il reste quelque chose derrière. Parce que c'est ça le principe qu'il faut respecter du début à la fin. L'investissement européen doit être incrémental. Il doit apporter quelque chose de nouveau et assurer que derrière, il y a un dynamisme local qui prend la relève et fera perdurer le projet. Exactement. Est-ce qu'il y a un projet qui illustre particulièrement pour vous l'utilité concrète de cette politique ? En France ? En France ou même ailleurs Oh, là, je suis en difficulté parce que si maintenant je cite un projet plutôt qu'un autre, par exemple, un projet que j'ai vu dans la région PACA l'autre jour, c'était le gynécobus, c'est-à-dire que un des petits hôpitaux a pris l'initiative d'organiser un bus qui traverse des municipalités qui n'ont pas suffisamment de médecins spécialistes ou même de médecins généralistes pour proposer des consultations aux femmes enceintes ou ayant besoin d'une consultation gynécologique. Voilà. Donc là, pour moi, c'est le genre de projet qui apporte quelque chose qui n'était pas là avant, dans ce cas-là, dans le domaine de la santé. Notamment dans le Grand Est. Ce qui m'enthousiasme pour l'instant, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on appelle le fonds de transition juste. C'est une partie du budget qu'on a consacré à la conversion des régions ou post-industrielles, en déclin industriel, liées à la conversion écologique. Donc, on parle là notamment de la Lorraine qui fait face à un déclin parfois démographique et une perte de vitesse au niveau de l'emploi. Là, on a pu, avec des investissements ciblés, aller dans des investissements dans des entreprises, parfois dans l'infrastructure, pour essayer de maintenir l'attractivité, l'attrait de chaque bout de territoire. Et c'est quelque chose dont j'ai bon espoir qu'on va continuer dans cette direction. Pour conclure, j'aimerais plus avoir votre avis sur les grands défis que devra relever la politique de cohésion dans les années à venir pour vous. Je pense que le défi, c'est ce rajeunissement, c'est cette réforme. C'est-à-dire qu'il faudra trouver une nouvelle formule que la Commission veut orienter vers la performance. On veut que désormais, chaque fois qu'on définit et qu'on entend un investissement avec un État membre, que cet investissement soit mesurable, qu'il soit porté par un narratif très clair. Il doit y avoir un avant et un après. Et le flux financier vient en fonction des résultats et plus en fonction des factures. Donc ça, c'est un nouveau terrain qu'on doit explorer ensemble, mais je suis personnellement extrêmement optimiste qu'on va réussir ça sur la base des expériences qu'on a déjà. Et donc, après plus de 30 ans au sein de la Commission européenne, vous êtes toujours convaincu de l'utilité du projet européen ? Je suis plus que jamais convaincu de l'Europe, et je crois que là c'est quasiment une banalité dans le contexte mondial actuel. Je crois que la plupart de nos concitoyens ont bien compris que soit l'Europe reste ensemble, soit il n'y a aucun État membre qui a la taille pour faire face aux bouleversements qui s'opèrent entre les grands continents. Mais je dirais aussi qu'on est maintenant ensemble depuis tellement longtemps que mieux on apprend à se connaître. Mieux on réalise qu'il y a plus qui nous rassemble que ce qui nous sépare. Je me rends compte aussi que c'est un défi qu'il faut relever d'année en année. Et ça m'a fait énormément plaisir, si je peux me permettre aujourd'hui, de rendre visite au Centre d'information sur les institutions européennes, parce que j'ai pu, encore une fois, voir en partie le travail que vous faites avec des enfants, avec des jeunes, à leur expliquer l'Europe, à leur faire découvrir les structures européennes qui sont parfois très, très compliquées. Donc, le travail que vous faites, s'il vous plaît, continuez à le faire parce que l'Europe en a besoin. Et plus, on crée une base pour que le dialogue autour de l'Europe, et pour moi, ce n'est pas une question de droite ou de gauche ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, soit toujours basé sur des connaissances. À partir du moment où on connaît l'Europe, voilà. Il vaut mieux connaître l'Europe avant de la juger. Merci Carsten Rasmussen. Déjà, je voulais te remercier parce qu'on se tutoie en règle générale, d'être venu à Strasbourg, de nous avoir rendu visite et c'était un plaisir pour moi. Le plaisir a été pour moi. De t'avoir ici à la radio dans un des outils que l'on a pour essayer d'expliquer ce que fait l'Union européenne. Merci. À bientôt, Carsten.
N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.